Été 2015. Le vrombissement discret d'un drone de prospection géologique déchire à peine le silence séculaire des Vosges. L'appareil survole une mer infinie de sapins, une canopée si dense qu'elle semble avaler la lumière du soleil. En contrebas, le relief est un chaos de ravins abrupts et de gorges inaccessibles, des lieux où l'homme n'a pas mis les pieds depuis des générations. La mission du jour est simple, presque banale. Cartographier le terrain en haute définition, pour un projet de nouvelle route forestière. L'opérateur, un jeune géologue nommé Julien Martin, observe les images retransmises en direct sur son écran, un flux de vert et de brun, hypnotique et monotone. Rien ne le prépare à ce que, œil artificiel de sa machine, est sur le point de révéler, un secret que la montagne gardait jalousement, depuis près d'un demi-siècle. Soudain une anomalie. Sur écran, au milieu de la végétation luxuriante tapissant le fond d'une gorge particulièrement encaissée, une forme géométrique incongrue apparaît. Ce n'est pas un rocher, ni un amas de troncs d'arbres. C'est du métal rouillé, corrodé par des décennies d'humidité, mais indubitablement façonné par l'homme. Julien zoome, ajuste l'angle de la caméra. L'image se stabilise, devient d'une netteté cristalline. Il n'y a plus de doute possible, c'est un wagon de marchandises. Un unique wagon, solitaire, couché sur le flanc comme une bête d'acier terrassée. Les arbres ont poussé à travers son châssis, les lianes s'enroulent autour de ses essieux tordus. Il semble avoir été déposé là, presque délicatement, dans un endroit où aucune voie ferrée n'a jamais existé. La découverte est stupéfiante. Comment cet artefact d'une autre époque a-t-il pu atterrir ici, à des kilomètres de toute ligne de chemin de fer connue, au fond d'un ravin que même les randonneurs les plus chevronnés évitent? Il n'y a aucune trace de déraillement, pas de sillon creusé dans la terre, pas d'autres débris. Le wagon semble être tombé du ciel, un vestige fantomatique d'un événement oublié. Pour Julien, ce n'est plus une simple mission de cartographie. C'est le début d'une énigme. Il note méticuleusement les coordonnées GPS, capture des dizaines de clichés sous tous les angles. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette carcasse de métal est la clé d'une histoire bien plus sombre, une histoire de disparition, de trahison et de secret des États. Une histoire qui a commencé 40 ans plus tôt. Flashback. 12 octobre, 1975. La nuit est froide et humide, un brouillard épais s'accroche au flanc des montagnes vosgiennes, étouffant les sons et les lumières. À la gare de triage, l'atmosphère est lourde du bruit des machines, et de l'odeur du charbon et du métal froid. Jean-Pierre Moreau, 45 ans, conducteur de train expérimenté et respecté, effectue ses dernières vérifications. C'est un homme du pays, taiseux mais fiable, un père de famille dont la vie est rythmée par le fracas des rails. Ce soir-là, son convoi de marchandises est banal, des pièces de machines destinées à une usine de la région. Un trajet de routine, l'un des milliers qu'il a déjà effectué. Pourtant, un détail presque imperceptible flotte dans l'air. Une tension inhabituelle. Le convoi a pris un léger retard, un changement d'itinéraire de dernière minute a été communiqué par téléphone. Le train S ébranle lourdement, ses phares puissants perçant à grand-peine le brouillard laiteux qui enveloppe les voies. Jean-Pierre Moreau est seul dans sa cabine, un îlot de lumière et de chaleur au milieu des ténèbres. Il connaît ce tronçon par cœur. Chaque courbe, chaque pente, chaque passage à niveau. C'est un parcours isolé, qui serpente à travers des forêts profondes et des vallées désertes, loin des villages et des routes principales. Le convoi s'enfonce dans le cœur sauvage des montagnes, le bruit de ses roues sur les rails devenant le seul son perceptible dans le silence de la nuit. C'est la dernière fois que quelqu'un verra Jean-Pierre Moreau vivant. C'est la dernière fois que quelqu'un verra la locomotive et les premiers wagons de son train. Les heures passent. Au poste de contrôle suivant, l'alerte est donnée. Le train de marchandises n'est jamais arrivé. Les recherches commencent immédiatement. Mais la météo exécrable, et le terrain difficile, les rendent presque impossibles. On explore les voies. On interroge les chefs de gare. Mais le mystère reste entier. Le convoi semble être volatilisé dans la nature. Le lendemain matin, une découverte étrange est faite. La seconde moitié du train est retrouvée intacte, à l'arrêt, sur une voie de service abandonnée. Les wagons sont parfaitement alignés, les freins serrés. Mais de la locomotive, des wagons de tête, et, surtout, de Jean-Pierre Moreau, il n'y a aucune trace. Absolument aucune. C'est comme si la tête du convoi avait été proprement découpée, et avait disparu de la surface de la Terre. L'enquête officielle piétine rapidement. Faute de preuves, de témoins ou de débris, les autorités sont désemparées. Deux théories principales émergent. Deux légendes, qui vont hanter la région et la famille Moreau pendant des décennies. La première, celle du vol.
Jean-Pierre aurait détourné la cargaison et se serait enfui avec. Un voleur audacieux qui aurait réussi le casse parfait. La seconde, plus tragique, celle de l'accident. Une erreur humaine, une défaillance technique, qui aurait provoqué un déraillement catastrophique dans un lieu si reculé que épave n'a jamais été retrouvée. Dans les deux cas, Jean-Pierre Moreau est le coupable ou l'incompétent. Son nom est sali, sa mémoire entachée par le doute et la suspicion. L'affaire est classée sans suite, devenant un de ces mystères locaux que l'on se raconte au coin du feu. Pendant 40 longues années, la forêt a gardé son secret. La nature a repris ses droits, recouvrant les cicatrices invisibles de cette nuit d'octobre. La légende du train fantôme des Vosges s'est transmise, se déformant avec le temps, devenant un conte pour effrayer les enfants. La famille de Jean-Pierre Moreau a appris à vivre avec le poids de l'incertitude, avec le stigmate d'un nom associé au mystère et à la honte. Sa fille puis sa petite-fille, Chloé Dubois, ont grandi avec ce fantôme, ce grand-père qu'elle n'a jamais connu, dont l'histoire était un trou noir, une question sans réponse. Une question qui semblait destinée à le rester pour elle, éternité, jusqu'à ce jour été 2015 où un drone a survolé une gorge oubliée. La carcasse rouillée qui gît au fond du ravin n'est pas seulement un morceau de métal. C'est le premier chapitre d'une histoire qui a été délibérément effacée. Ce wagon n'est pas le vestige d'un accident, mais la preuve d'une mise en scène. Sa présence en ce lieu impossible soulève une question fondamentale, qui balaie d'un coup toutes les théories officielles. Pourquoi ? Pourquoi cacher un seul wagon, au lieu de faire disparaître tout le train ? Qu'y avait-il à l'intérieur de si précieux, ou de si compromettant, qu'il a fallu orchestrer une disparition aussi complexe, et laisser un homme et sa famille porter le fardeau de la culpabilité pendant 40 ans ? La vérité est là, endormie sous la rouille et les feuilles mortes, attendant que quelqu'un vienne enfin la réveiller. À Paris, la vie de Chloé Dubois est un ballet bien orchestré de délais, de recherches et de cafés pris à la hâte. Historienne de formation, et journaliste par passion, elle a construit sa carrière sur les récits des autres, disséquant le passé avec une précision chirurgicale, qui la protège de son propre héritage familial, beaucoup plus trouble. Ce matin de juillet 2015, l'air de son appartement est saturé par l'odeur du café et le bourdonnement lointain de la circulation. Elle est penchée sur des archives du XXe siècle, un monde en noir et blanc bien plus simple que les non-dits qui ont marqué son enfance. Le son strident de son téléphone portable déchire cette bulle de concentration. C'est sa mère. Un appel à cette heure-ci, en pleine semaine, est inhabituel. Un frisson d'appréhension la parcourt. Une prémonition que l'ordre de son monde est sur le point de voler en éclats. La voix de sa mère, habituellement si posée, est un fil fragile au bord de la rupture. Les mots sont hachés, chargés d'une émotion que Chloé n'a pas entendue depuis des années. Ils ont trouvé quelque chose. Chloé, c'est à propos de grand-père. Du train. Le monde de Chloé bascule. Le stylo lui glisse des doigts, et roule sur le parquet avec un bruit dérisoire. Dehors, un klaxon retentit. Mais le son lui parvient comme d'un autre univers. Quelque chose, répète-t-elle. Sa propre voix, un écho lointain. Le mot est trop vague, trop petit, pour contenir 40 années de silence, de honte, et de questions sans réponse. Elle sent un froid glacial l'envahir, une sensation physique qui part de sa poitrine et se propage dans ses membres, la clouant sur place. Le passé N était pas mort. Il était simplement en sommeil. Les détails affluent, décousus, à travers le téléphone. Un wagon unique, découvert par un drone de géologue, au fond d'une gorge inaccessible des Vosges. Un endroit où aucune voie ferrée n'a jamais existé. L'esprit analytique de Chloé tente de s'accrocher à la logique, mais chaque mot est une absurdité. Un wagon ne peut pas simplement apparaître au milieu d'une forêt. Ce n'est pas le scénario d'un accident, la découverte tragique, mais attendue d'une épave. C'est autre chose. Une anomalie, une pièce de puzzle qui ne correspond à aucune image connue. Ce n'est pas une fin, réalise-t-elle avec un vertige. C'est le début d'une énigme encore plus profonde, encore plus dérangeante que celle qui a hanté sa famille pendant 2 générations. La carcasse de métal rouillé n'est pas une réponse, c'est une question hurlante. Le choc initial cède la place à un raz-de-marée d'émotions contenues. La vieille douleur, cette blessure d'enfance qu'elle pensait cicatriser, s'ouvre à vif. Le fantôme de Jean-Pierre Moreau, ce grand-père qu'elle n'a connu que, à travers quelques photographies sépia et les récits embarrassés de sa famille, redevient une présence écrasante. Pendant 40 ans, il a été soit le voleur qui avait réussi le casse du siècle, soit l'incompétent qui avait conduit son train à sa perte dans un lieu si reculé que personne ne l'avait jamais retrouvé. 2 versions, 2 poisons qui ont lentement rongé l'honneur de sa famille. Cette découverte ne lave rien. Au contraire, elle remue la boue, fait remonter à la surface toutes les suspicions, toutes les hontes,
et les expose à une lumière crue et nouvelle. Son esprit est assailli par des fragments de souvenirs, les regards fuyants des anciens du village, lorsqu'elle était enfant. Les changements de conversation abrupts, dès que le nom de son grand-père était prononcé. La tristesse indélébile dans les yeux de sa mère, une ombre permanente, qui ne la quittait jamais. Elle comprend maintenant que toute sa vie a été construite autour de ce vide, de ce trou noir narratif. Ce wagon n'est pas un simple artefact industriel. C'est le cœur matériel de leur tragédie familiale, un totem de fer et de rouille, qui symbolise 40 ans de deuil impossible, de réputation souillée, et de justice refusée. Il ne s'agit plus de l'histoire d'un train disparu. Il s'agit de son histoire, de l'héritage qu'on lui a légué malgré elle. Puis, la journaliste prend le dessus sur la petite fille endeuillée. La discipline de son métier s'impose comme un réflexe de survie, canalisant le chaos émotionnel en une série de questions précises. Où exactement se trouve le ravin? Quelles sont les coordonnées GPS? L'accès est-il sécurisé par la gendarmerie? Quel est le numéro de matricule du wagon? A-t-on déjà pu examiner l'intérieur? Chaque question est une encre jetée dans la tempête, une tentative de reprendre le contrôle par la quête de faits tangibles. Elle écoute les réponses de sa mère, prend des notes d'une main qui tremble à peine. Le choc est toujours là, mais il est maintenant doublé d'une détermination froide. Elle ne sera plus une spectatrice passive de sa propre histoire. Elle en deviendra l'enquêtrice. Après avoir raccroché, son premier réflexe est de se jeter sur son ordinateur. Elle tape « Wagon retrouvé Vosges » dans le moteur de recherche. Les articles commencent déjà à fleurir sur les sites d'information locaux. Le mystère du train fantôme de 1975 refait surface. Le titre la frappe en plein cœur. Sous le texte, une photo aérienne, probablement prise par le drone. La qualité est médiocre, mais l'image est d'une clarté terrifiante. Cette forme oblongue et sombre, à moitié dévorée par une mer de verdure. C'est donc là. La preuve. La chose qui a redéfini sa famille. Voir cette image, cette preuve visuelle irréfutable, rend la nouvelle absolument concrète. Ce n'est plus une conversation téléphonique angoissée. C'est un fait, un lieu, une scène de crime potentiel qui l'attend. La décision est fulgurante, évidente, elle doit y aller. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Elle regarde son appartement parisien. Les livres d'histoire bien rangés, les dossiers en cours. Cette vie qu'elle a méticuleusement bâtie pour S, éloignée des forêts sombres, et des secrets pesants des Vosges. Elle comprend avec une lucidité douloureuse, que cette distance n'a toujours été qu'une illusion. On ne peut pas fuir ce qui coule dans nos veines. Le passé, avec sa force gravitationnelle implacable, vient de la rattraper, et de la sommer de lui faire face. Ce n'est plus une option, c'est une obligation. Une dette envers ceux qui ont souffert en silence avant elle, et envers elle-même. Ses gestes deviennent mécaniques, dictés par l'urgence. Elle ouvre une valise et y jette des vêtements sans vraiment les choisir. Un jean, des pulls, des chaussures de marche. Son ordinateur portable, des carnets vierges, des stylos. Chaque objet est un outil pour la quête à venir. Mais ce qu'elle emballe par-dessus tout, ce sont les 40 années de questions sans réponse. La colère sourde de sa mère, les accusations murmurées, qui ont empoisonné son nom de famille. En fermant la valise, elle se fait une promesse silencieuse. Elle ne laissera pas cette nouvelle piste se refermer comme la première. Elle ira jusqu'au bout. Elle déterrera la vérité, quelle qu'elle soit, pour sa mère qui mérite la paix, et pour ce grand-père dont le visage ne lui est qu'une image figée dans le temps. C'est là que la promesse implicite au public se cristallise. Chloé n'est pas seulement une femme en quête de ses racines. Elle est une historienne aguerrie, une journaliste tenace, qui possède les compétences pour naviguer dans les archives poussiéreuses et les mémoires défaillantes. Les enjeux sont immenses. Il ne s'agit pas seulement de résoudre un cold case, mais de réécrire l'histoire d'un homme et de sa famille. Il s'agit de confronter une vérité qui, elle le sent instinctivement, a été délibérément enterrée par des forces puissantes. Sa quête personnelle devient universelle. La lutte d'un individu contre le silence de l'histoire, la recherche de la dignité face à l'oubli et au mensonge institutionnel. Nous la suivrons, car sa détermination est désormais notre curiosité. Au moment de quitter son appartement, son regard se pose sur une petite photo encadrée sur son bureau. C'est l'un des rares clichés qu'elle possède de lui. Jean-Pierre Moreau, en uniforme de cheminot, un léger sourire aux lèvres, le regard bienveillant. L'homme au cœur du mystère. Était-il un traître? Un héros? Une simple victime d'un terrible accident? La question, qui a flotté comme un spectre pendant toute sa vie, devient soudainement le moteur de son existence. Elle saisit le cadre, l'enveloppe soigneusement dans un pull, et le glisse dans sa valise.
Il fera le voyage avec elle. Le train de 1975 s'est peut-être volatilisé dans la brume des Vosges, mais 40 ans plus tard, l'enquête de Chloé Dubois vient de quitter le quai. Mais ce N était que le début de ce qui allait suivre. L'histoire de ce wagon était bien plus complexe et dangereuse qu'un simple fait divers oublié. Qu'auriez-vous fait dans une telle situation? Pensez-vous que vous auriez supporté le poids d'un tel secret de famille pendant si longtemps? Si cette histoire vous intrigue déjà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite de cette enquête incroyable. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à déterrer ces récits oubliés. Au cœur des années 70, les Vosges étaient une terre de contrastes saisissants, un monde où les vallées industrieuses, rythmées par le labeur des usines textiles et des scieries, s'enfonçaient dans des forêts profondes et silencieuses. La vie y suivait un cours lent, presque immuable, dicté par les saisons et les traditions. Le chemin de fer était la colonne vertébrale d'acier de cette région, un lien vital, qui transportait les hommes et les richesses, traversant des paysages d'une beauté sauvage, et parfois hostile. Était une époque où la communauté était tout, où les réputations se construisaient sur des décennies de travail acharné et d'honnêteté. Chaque visage était connu, chaque famille avait son histoire, et les secrets, pensait-on, ne pouvaient survivre longtemps dans le huis clos des petits villages nichés au creux des montagnes. Dans ce décor, Jean-Pierre Moreau était une figure emblématique de la fiabilité. À 45 ans, il était pas un homme de grands discours, mais ses actions parlaient pour lui. Ses mains, calleuses et précises, connaissaient chaque levier, chaque manomètre de sa locomotive. Il pouvait lire le temps dans le ciel, et sentir Bral, état des rails, à travers les vibrations du plancher de sa cabine. Pour ses collègues, il était un roc, l'homme vers qui l'on se tournait pour un conseil ou un service. Sa vie était une partition bien réglée. Les longues heures sur les voies, la solitude face à la nuit, puis le retour au foyer, ce havre de paix, qui donnait un sens à tout le reste. Il incarnait une France travailleuse et discrète, un pilier sur lequel reposait l'ordre tranquille de la province. Loin du fracas des rails, sa famille était le centre de son univers. Sa femme, Hélène, et leur jeune fille, la future mère de Chloé, l'attendaient dans leur petite maison au volet vert, à la lisière du village. Leur quotidien était fait de choses simples. L'odeur du café le matin, le bruit des pas de sa fille courant pour l'accueillir le soir, les repas partagés où les récits de la journée se mêlaient aux projets pour le week-end. Jean-Pierre était un père et un mari aimant, dont la présence silencieuse était une source de sécurité et de chaleur. Il travaillait dur pour leur offrir une vie meilleure, un avenir à l'abri du besoin et des incertitudes du monde. Cette bulle de bonheur domestique était son trésor, le carburant qui alimentait sa conscience professionnelle et sa rigueur. La gare de triage était un monde en soi, une micro-société avec ses propres codes et sa hiérarchie non écrite. Était un lieu de sueur, d'huile et de camaraderie virile, où les hommes partageaient plus que leur travail. Marcel Fournier, alors un jeune aiguilleur, se souvenait de Jean-Pierre comme d'un mentor. Il admirait son calme olympien, sa capacité à manœuvrer des tonnes d'acier avec une grâce presque délicate. Les cheminots formaient une fraternité soudée, consciente des dangers du métier, et fiers de sa contribution à la marche du pays. Ils se connaissaient tous, partageaient les pauses café dans le bureau enfumé du chef de gare, et se soutenaient dans les moments difficiles. Trahir cette confiance était impensable, la pire des fautes pour un homme du rail. Pourtant, au-delà de cette routine locale, le monde extérieur était traversé de tensions invisibles. Nous étions en 1975, au cœur de la guerre froide. Le rideau de fer n'était pas une abstraction lointaine, mais une réalité palpable dont les échos parvenaient jusqu'aux Vosges, via les postes de radio et les titres des journaux. Les trains de marchandises, avec leurs cargaisons parfois énigmatiques et leurs destinations transfrontalières, étaient les vaisseaux sanguins d'une Europe divisée. Personne, au sein de la petite gare, ne se doutait que ces convois pouvaient parfois transporter bien plus que des pièces de machine, ou des matières premières. Une suspicion sourde flottait dans l'air de l'aile, époque, une méfiance généralisée qui poussait les gens à ne pas poser de questions superflues, surtout lorsque l'aile, État était impliqué. Les convois qui serpentaient à travers les massifs vosgiens étaient souvent confrontés à des conditions difficiles. Le tracé était sinueux, escarpé, ponctué de tunnels sombres et de viaducs vertigineux. La nuit, surtout en automne, le brouillard pouvait tomber sans crier gare, transformant la forêt en un labyrinthe cotonneux, où les puissants phares de la locomotive peinaient à tracer un chemin. Conduire un train dans cet environnement demandait une concentration de tous les instants, et une connaissance intime du terrain. Le moindre écart, la moindre hésitation pouvait être fatale. Ces trajets nocturnes, solitaires, faisaient des conducteurs des hommes à part,
des navigateurs terrestres, guidant leurs monstres d'acier à travers une nature qui semblait toujours prête à reprendre ses droits sur les œuvres de l'homme. L'automne 1975 était installé avec une humidité pénétrante. Les journées raccourcissaient, les couleurs flamboyantes des forêts laissaient place à des teintes plus sombres, et une brume tenace s'accrochait au flanc des montagnes dès la fin de l'après-midi. L'atmosphère était empreinte d'une certaine mélancolie, comme une attente silencieuse avant la rigueur de l'hiver. Était un temps propice aux légendes et aux histoires racontées au coin du feu, un décor parfait pour qu'un mystère prenne racine. Pour les habitants, ce n'était qu'une saison de plus, une transition familière. Personne ne pouvait imaginer que ce brouillard d'octobre allait bientôt avaler un homme et son train, et devenir le linceul d'une vérité, qui mettrait 40 ans à refaire surface. Pour Jean-Pierre Moreau, cette normalité était son ancre. La semaine précédant son dernier voyage fut en tout point ordinaire. Il s'occupa de son jardin, répara le vélo de sa fille, discuta des nouvelles du monde avec ses voisins. Rien dans son comportement ne laissait présager la rupture imminente. Il était simplement un homme faisant son travail, un citoyen respectueux des règles, un père de famille, dont les préoccupations se limitaient à l'entretien de sa maison et au bien-être des siens. Il était à 1000 lieues de se douter qu'il était la pièce maîtresse d'un jeu qui le dépassait infiniment, une opération clandestine où sa fiabilité et sa discrétion, qualité qui faisait sa fierté, allaient sceller son destin, et le précipiter au cœur d'un secret d'État. La nuit du 12 octobre 1975, s'est abattue sur les Vosges comme un linceul. Le brouillard, d'une densité exceptionnelle même pour la saison, rampait depuis les fonds de vallée pour s'enrouler autour des sapins et lécher les rails rendus glissants par l'humidité. Ce n'était pas une brume poétique, mais une masse opaque et froide, qui mordait les chairs, étouffait les sons et transformait le paysage familier en un territoire étranger et menaçant. Les lumières des quelques maisons du village luttaient pour percer ce mur cotonneux, apparaissant comme des fanaux lointains et fragiles dans un océan de gris. Était une nuit où les légendes locales semblaient pouvoir prendre vie, où l'on se hâtait de rentrer pour se barricader près du feu, laissant le monde extérieur aux créatures de l'ombre et aux hommes dont le métier était de défier l'obscurité. Quelques heures avant de prendre son service, Jean-Pierre Moreau avait partagé un dernier dîner avec sa femme, Hélène. L'atmosphère dans leur petite cuisine était chaleureuse, un contraste saisissant avec le froid qui s'installait dehors. L'odeur du pot-au-feu mijotant sur la cuisinière se mêlait au crépitement du bois dans le poêle. Leur fille dormait déjà à l'étage. Leur conversation était celle de tous les jours. Des banalités rassurantes sur les petites réparations à faire dans la maison, les nouvelles de l'école, les projets, pour le week-end à venir. En partant, il l'embrassa. Un geste habituel, mécanique, mais chargé de 45 années d'une vie simple et partagée. Personne n'aurait pu déceler dans ce rituel familier la moindre trace d'une fin, le sceau d'un adieu définitif. Était un départ comme des centaines d'autres. À la gare de triage, l'activité nocturne battait son plein, un balai de lumière jaune et de silhouettes sombres se mouvant dans la brume. Le fracas métallique des wagons qui s'entrechoquaient, l'odeur âcre du charbon et de l'huile chaude. Les sifflements de la vapeur formaient la symphonie brute de ce monde d'hommes et d'acier. Le jeune Marcel Fournier, alors aiguilleur, échangea quelques mots avec Jean-Pierre. Il se souviendrait plus tard de son calme habituel, de ce professionnalisme qui rassurait tout le monde. Jean-Pierre fit sa ronde d'inspection, vérifiant la pression, les freins, les attelages, avec la minutie d'un horloger. Il était dans son élément, un capitaine sur le pont de son navire terrestre, prêt à fendre la nuit, et le brouillard pour mener sa cargaison à bon port, comme il l'avait toujours fait. Pourtant cette nuit-là, une dissonance était glissée dans la partition bien réglée de la routine. Un léger retard avait été annoncé, chose rare pour le convoi de Jean-Pierre, connu pour sa ponctualité. Puis, un changement d'itinéraire de dernière minute, transmis par un appel téléphonique au bureau du chef de gare. Un détour par une voie secondaire, habituellement peu utilisée pour les convois de cette importance. Sur le moment, personne n'y prêta une attention démesurée. Les aléas du chemin de fer, les travaux imprévus, les ordres venus d'en haut, étaient monnaie courante. On haussait les épaules, on ajustait les plannings, et on continuait le travail. Mais avec le recul, ces petites anomalies apparaîtraient comme les premiers signes d'un engrenage fatal, qui venait de se mettre en marche, invisible aux yeux de tous. Officiellement, le convoi transportait des pièces de machines lourdes, une cargaison sans grande valeur stratégique, destinée à une usine de la région. Les wagons de tête, ceux qui allaient disparaître, étaient scellés. Des caisses en bois robuste, empilées dans l'obscurité des compartiments métalliques. Pour les dockers et les cheminots qui avaient supervisé le chargement plus tôt dans la journée,
Ce N était qu'une marchandise parmi d'autres. Une ligne sur un manifeste, un poids à tracter, un travail à accomplir. Cette banalité rassurante était le camouflage parfait. Personne n'imaginait que sous le couvert de cette cargaison industrielle se cachait quelque chose de bien plus sensible. Un secret dont la nature exigeait une discrétion absolue, et, si nécessaire, des mesures radicales pour préserver son existence. En toile de fond, le monde vivait au rythme tendu de la guerre froide. La France, bien que non alignée, jouait un jeu de dés, équilibriste complexe entre les deux blocs. Les Vosges, par leur position géographique proche de la frontière allemande, étaient une zone sensible, un lieu de passage, où les intérêts nationaux et les manœuvres des services secrets pouvaient se croiser en silence. Des opérations clandestines, des échanges discrets, des accords inavouables, se tramaient dans les coulisses du pouvoir, loin des préoccupations des citoyens ordinaires. Pour les habitants de la région, le rideau de fer était une réalité lointaine, une affaire de politiciens et d'espions de cinéma. Ils ignoraient que ces ombres pouvaient étirer jusque dans leurs forêts profondes, et transformer un simple conducteur de train en un pion, sur un échiquier invisible. Lorsque la locomotive S ébranla enfin, son sifflet puissant déchira la nuit d'un cri plaintif avant d'être aussitôt absorbé par le brouillard. Le convoi prit de la vitesse, ses roues martelant les rails dans un rythme lourd et régulier. Les phares du train projetaient deux faisceaux lumineux qui semblaient se dissoudre à quelques mètres à peine, ne révélant le chemin qu'au tout dernier instant. Jean-Pierre Moreau était seul dans sa cabine. Un point de lumière et de concentration glissant dans les ténèbres. Le train s'enfonça dans la forêt, devenant un serpent d'acier et de lumière avalé par la masse sombre des montagnes. Pour ceux qui restaient sur le quai, ce N était qu'un spectacle familier. Ils ne savaient pas qu'ils venaient d'assister à un acte de disparition. Pour Hélène Moreau, qui s'endormait en pensant au retour de son mari au petit matin, était une nuit comme les autres. Pour Marcel Fournier, qui retournait à son poste d'aiguillage, le départ du convoi marquait la fin d'une tâche, et le début d'une autre. Pour tous, la normalité était intacte. Personne ne se doutait que le train ne suivrait pas l'itinéraire prévu, que sa cargaison N n'était pas celle déclarée, et que le conducteur, cet homme simple et fiable, venait d'entamer la dernière mission de sa vie. La vérité de cette nuit d'octobre était un secret parfaitement gardé, une bombe à retardement dont le mécanisme venait d'être enclenché et dont l'explosion, 40 ans plus tard, allait dévaster les certitudes, et réécrire l'histoire. Le voyage de retour de Chloé vers les Vosges est une descente dans le temps, un pèlerinage forcé vers les racines qu'elle avait tenté de sectionner. Chaque kilomètre qui éloigne de Paris la rapproche des forêts sombres et des secrets pesants de son enfance. Le paysage, d'abord plat et ordonné, se hérisse progressivement, les collines se muant en montagnes imposantes dont les sommets se perdent dans un ciel gris et bas. Elle sent le poids de l'atmosphère changer, devenir plus dense, plus lourd. Ce n'est plus seulement la géographie qui se transforme, c'est son propre état intérieur. L'historienne rigoureuse cède la place à la petite fille, hantée par un fantôme. La route sinueuse qui monte vers son village natal est un serpent qui s'enroule autour de son cœur, resserrant son étreinte à chaque virage, la préparant à affronter la carcasse de métal qui est aussi la carcasse de son histoire familiale. Dès son arrivée, elle se dirige vers le lieu de la découverte, guidée par les articles de la presse locale, et un appel à un contact à la gendarmerie. La scène est surréaliste. Au milieu du silence séculaire de la forêt, une agitation fébrile a pris place. Un périmètre de sécurité, marqué par des rubans bleus et blancs, interdit l'accès au ravin. Des véhicules de la gendarmerie nationale et des camions équipés de matériel lourd sont garés en désordre le long du chemin forestier. Au-delà du cordon, des hommes en uniforme s'affairent. Leur voix étouffée par le bruit d'un générateur. Chloé observe de loin, le cœur battant. Elle aperçoit, tout en bas, une tache de rouille à moitié dévorée par la végétation. C'est lui. L'objet de 40 ans de questions. Le voir de ses propres yeux, même à cette distance, lui donne le vertige. Ce n'est plus une photo, c'est une réalité tangible, une scène de crime qui attendait son heure. L'opération de récupération est un défi logistique et technique immense, supervisé par une femme à l'allure austère et déterminée, le docteur Sophie Renaud, experte en criminalistique. L'inaccessibilité du site rend impossible l'utilisation de grues traditionnelles. Il faut d'abord défricher une partie de la pente, abattre des arbres centenaires, puis faire appel à un hélicoptère de transport lourd de l'armée. Pendant des heures, Chloé assiste à ce balai complexe. Des techniciens descendent en rappel, sanglent la carcasse avec énormes chaînes, leurs gestes précis contrastant avec la brutalité de l'environnement. Le wagon est soulevé lentement, se balançant doucement au bout des câbles, arraché à sa tombe végétale, avec une précaution quasi chirurgicale.
Chaque étape est documentée, filmée, photographiée. Le docteur Renaud ne laisse rien au hasard. Cet amas de ferraille est traité non pas comme une épave, mais comme une pièce à conviction capitale. Une fois extrait de la gorge, le wagon est transporté sous escorte vers un hangar sécurisé de la base militaire la plus proche. C'est là que Chloé peut enfin l'approcher. L'impact est brutal. La rouille a rongé le métal, le transformant en une dentelle couleur de sang séché. Des branches ont poussé à travers le plancher, leurs racines entrelacées avec les essieux tordus. L'odeur est un mélange de terre humide, de feuilles en décomposition et de métal froid. C'est une vision de désolation, le symbole parfait d'un secret qui a pourri sur pied pendant 4 décennies. Tandis que l'aile, équipe du docteur Renaud, vêtu de combinaison blanche, commence son examen méticuleux. Chloé sent une vague de tristesse l'envahir. Cet objet n'est pas seulement une preuve. C'est le cercueil de la réputation de son grand-père, et peut-être, le sien aussi. Pendant que les experts travaillent, Chloé utilise ses accréditations de journaliste pour obtenir l'accès au dossier d'enquête original de 1975. Le carton jauni par le temps contient une liasse de documents étonnamment minces. Les rapports sont brefs, les témoignages peu nombreux, les conclusions hâtives. 2 hypothèses sont rapidement établies et tout aussi rapidement refermées. Soit Jean-Pierre Moreau, pris de folie ou d'avidité, a détourné la locomotive et les wagons de tête pour une cargaison de valeur. Soit il a commis une erreur de conduite fatale, provoquant un déraillement catastrophique dans une zone si reculée que l'aile, épave est restée introuvable. En lisant ces lignes froides et administratives, une colère sourde monte en Chloé. 40 ans de honte, de suspicion, de deuil impossible pour sa famille, tout cela basé sur une enquête qui semble avoir été bâclée, voire délibérément écourtée. La vérité n'a pas été cherchée, elle a été enterrée. Le premier véritable coup de théâtre vient du hangar. Après des heures de travail pour découper les portes soudées par la rouille, l'équipe du docteur Renaud parvient enfin à pénétrer à l'intérieur du wagon. Chloé, autorisée à observer derrière un périmètre, retient son souffle. Le manifeste de 1975, qu'elle a lu et relu, décrivait une cargaison de pièces de machines-outils destinées à une usine locale. Mais ce que la lumière des projecteurs révèle n'a rien à voir. L'intérieur est rempli de grandes caisses en bois sombre, alignées et solidement arrimées. Elles sont remarquablement conservées, protégées de l'humidité par des bâches de toile goudronnées. Il n'y a aucune trace des pièces métalliques mentionnées sur les documents officiels. Le premier mensonge, la première preuve irréfutable d'une dissimulation vient d'éclater au grand jour. La cargaison N n'était pas celle déclarée. Le docteur Renaud s'approche de l'une des caisses. D'une main gantée, elle essuie délicatement la couche de poussière et de moisissure, qui recouvre un seau de cire rouge, presque noirci par le temps. Le silence dans le hangar est total, seulement troublé par le cliquetis des appareils photo. Alors que les détails du seau apparaissent sous la lumière crue, un frisson parcourt l'assemblée. Ce n'est pas un emblème français. Le dessin est d'une clarté effrayante, un symbole qui a hanté la seconde moitié du XXe siècle. Un marteau et un compas, encerclés par une couronne d'épis de seigle. L'emblème officiel de la République démocratique allemande. La RDA. L'Allemagne de l'Est. Un sceau du bloc soviétique, sur une cargaison secrète, dans un train de marchandises français disparu dans les Vosges. L'incohérence est totale, vertigineuse. Cette découverte fait basculer l'affaire dans une toute autre dimension. Ce n'est plus un fait divers local, un cold case tragique. C'est désormais une affaire d'État, une énigme de la guerre froide, qui refait surface 40 ans plus tard. Chloé comprend instantanément que son grand-père, le modeste cheminot, était impliqué dans quelque chose qui le dépassait infiniment. Il était ni un voleur ni un incompétent. Il était le convoyeur d'un secret d'envergure internationale. La question n'est plus de savoir comment le train a disparu, mais pourquoi il transportait une cargaison est-allemande. Et surtout, que contenaient ces caisses de si précieux ou de si dangereux pour justifier une opération d'une telle ampleur, et le sacrifice d'un homme dont le nom a été jeté en pâture pendant des décennies. La quête personnelle de Chloé vient de devenir une investigation aux implications politiques explosives. Ce qu'ils allaient trouver dans ces caisses allait tout changer. Si vous êtes aussi captivé que nous par cette enquête, c'est le moment idéal pour nous soutenir. Pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour être certain de ne pas manquer la suite des révélations. Chaque interaction nous aide à continuer notre travail. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette première découverte majeure. Que peut bien cacher une cargaison secrète de la RDA au fin fond des Vosges?
Vos théories nous intéressent. L'atmosphère dans le hangar sécurisé est devenue électrique, presque irrespirable. Le docteur Renaud, après un bref échange avec ses supérieurs, donne un ordre d'un simple hochement de tête. Un technicien spécialisé, équipé d'outils délicats, s'approche de la première caisse en bois. Le silence est si total, que le bruit de la perceuse retirant les vieilles vis rouillées, résonne comme une profanation. Chloé observe la scène à distance, chaque tour de vis resserrant un nœud invisible dans son estomac. Elle s'attend à tout. Des lingots, des armes, peut-être même des restes humains. Quand le couvercle est enfin soulevé, la révélation est un véritable anticlimax, qui la laisse sans voix. À l'intérieur, pas de trésor de contrebande, mais des piles de classeurs gris, des boîtes métalliques remplies de microfilms et des liasses de documents, tous méticuleusement rangés et conservés. Une bibliothèque secrète sortie de la nuit des temps. Cette découverte la plonge dans une confusion abyssale. Des archives ? Toute cette mise en scène, cette disparition mystérieuse, le sacrifice d'un homme et 40 années de mensonges ? Tout cela pour de la paperasse ? L'esprit de Chloé, formé à la logique historique, refuse d'admettre cette absurdité. La théorie du vol crapuleux, si douloureuse fût-elle, avait au moins le mérite d'être rationnelle. Mais ceci n'a aucun sens. Elle regarde les techniciens en combinaison blanche, extraire les documents avec des précautions infinies, comme s'ils manipulaient des reliques sacrées, ou des substances dangereuses. Les étiquettes sur les classeurs, rédigées en allemand avec des codes cryptiques, ne font qu'épaissir le mystère. Le butin de son grand-père N était pas de l'or, mais de l'information. Et dans le monde de l'ombre, l'information peut être bien plus précieuse, et bien plus mortelle. Le docteur Sophie Renaud, toujours aussi factuelle, examine l'un des premiers documents sortis d'un classeur. Elle le place sous une lampe puissante, son visage concentré se reflétant sur la vitre de protection. Après quelques secondes qui semblent une éternité, elle lève les yeux vers l'officier de gendarmerie qui supervise l'opération. Sa voix est neutre, clinique, mais les mots qu'elle prononce font l'effet d'une déflagration. Sans le moindre doute, ce sont des archives du ministère de la Sécurité des États de la RDA. Des dossiers de la Stasi. Le nom, lâché dans le silence du hangar, glace le sang de toutes les personnes présentes. La Stasi. La police politique la plus redoutée du bloc de l'Est. Le symbole même de la paranoïa et de la répression de la guerre froide. La présence de leur dossier ici, en France, est une anomalie historique, un fragment du mur de Berlin échoué au cœur des Vosges. Pour Chloé, la confirmation est une torture. La Stasi. Son grand-père, le cheminot taiseux, l'amoureux de la nature, était donc lié à cette organisation sinistre. Les questions qui l'assaillent sont d'une violence inouïe. Était-il un agent ? Une taupe ? Un traître qui vendait son pays au plus offrant ? L'image de l'homme honorable, victime d'une injustice, se fissure et menace de s'effondrer, la laissant face à un monstre qu'elle ne connaît pas. Elle sort de son portefeuille la vieille photo de lui, ce visage souriant qui l'a accompagné toute sa vie. Elle cherche dans ses yeux une réponse, un démenti, mais le portrait reste muet. La honte, qu'elle pensait pouvoir effacer, menace de revenir, décuplée. Peut-être que la vérité n'est pas libératrice. Peut-être que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Et qu'elle vient de forcer la pire de toutes. La nouvelle de la nature de la cargaison se propage à la vitesse de l'éclair dans les couloirs du pouvoir. Moins d'une heure plus tard, le balai des véhicules de la gendarmerie est remplacé par l'arrivée silencieuse et intimidante de berlines noires aux vitres fumées. Des hommes en costume civil, dont l'autorité n'a pas besoin d'être annoncée, descendent et prennent immédiatement les choses en main. L'un d'eux se présente au docteur Renaud et à l'officier responsable. Direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est désormais classifiée secret défense. Le site est sous notre contrôle exclusif. Les mots sont prononcés sans appel. L'enquête locale, l'expertise scientifique, tout est balayé. État vient de reprendre ses droits sur un secret qui lui appartient, et Chloé est poliment mais fermement reconduite à l'extérieur du périmètre. La porte du hangar se referme, l'excluant de sa propre histoire. Cette intervention brutale de la DGSE est la preuve irréfutable que les enjeux dépassent tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ce n'est plus l'histoire de sa famille, c'est un chapitre sensible de l'histoire de France. Elle comprend avec une lucidité glaciale que le silence qui a entouré la disparition de son grand-père en 1975 n'était pas le résultat d'une enquête bâclée, mais d'une volonté délibérée, d'étouffer l'affaire au plus haut niveau. Et cette volonté est toujours d'actualité. Ils vont saisir les archives, les analyser en secret, puis les enterrer de nouveau dans les sous-sols de la République. La vérité sera confisquée,
la mémoire de Jean-Pierre Moreau sacrifiée une seconde fois sur l'autel de la raison d', État. Une colère froide monte en elle, chassant la peur et le désarroi. Elle ne les laissera pas réécrire l'histoire une deuxième fois. Heureusement, son instinct de journaliste a pris le dessus. Juste avant d'être expulsée, alors que la confusion régnait, elle a eu le temps de prendre quelques photos avec son téléphone portable. Des clichés volés, flous, mais qui sont désormais tout ce qu'elle possède. Une image d'un classeur ouvert, montrant un en-tête officiel de la Stasi. Un gros plan sur une boîte de microfilm. Et la photo la plus importante, le seau de cire rouge de la RDA, intact sur l'une des caisses. Ces images sont sa seule munition, la preuve matérielle que l'histoire officielle est un mensonge. Assise dans sa voiture, à l'extérieur de la base militaire désormais bouclée, elle fait défiler les photos sur écran. Ce ne sont pas de simples images. C'est le point de départ de sa contre-enquête. État lui a claqué la porte au nez, mais il a sous-estimé sa détermination. La nuit qui enveloppe la vallée des Vosges est lourde de non-dits. Le silence officiel qui vient de s'abattre sur l'affaire est une chape de plomb. Chloé se sent isolée, démunie face à un adversaire invisible et tout-puissant. Mais ce sentiment d'impuissance est le carburant de sa révolte. Ils ont les dossiers, les preuves physiques, mais elle détient quelque chose qu'ils ne peuvent pas confisquer. La mémoire humaine. Avant que les services secrets ne commencent à interroger et à intimider les témoins du passé, elle doit agir. Son esprit se focalise sur un nom, le dernier fil qui la relie directement à la nuit du 12 octobre 1975. Marcel Fournier. L'ancien aiguilleur, le collègue de son grand-père. Il est le prochain chapitre de son enquête. Une course contre la montre vient de s'engager pour atteindre la vérité avant que l'ombre de État ne l'engloutisse à jamais. La porte du hangar se referma sur Chloé comme la grille d'une prison, scellant derrière elle 40 années de secrets désormais confisqués par la raison d'État. Le sentiment d'impuissance fut bref, aussitôt balayé par une vague de colère froide et lucide. Elle avait été naïve de croire que la vérité intéressait les institutions. La vérité, elle le comprenait maintenant, était une marchandise dangereuse, que certains préféraient voir enterrée à jamais. Les hommes en costume de la DGSEN étaient pas venus pour résoudre un mystère, mais pour s'assurer que le couvercle de la tombe resterait bien en place. Mais ils avaient commis une erreur. Ils l'avaient sous-estimé. Dans la poche de sa veste, son téléphone portable contenait les quelques clichés volés, des images floues et imparfaites, mais qui constituaient désormais son unique arsenal. L'enquête officielle était terminée. La sienne ne faisait que commencer. Sa première destination ne fut pas un bureau d'archives ou une bibliothèque, mais une maison de retraite paisible nichée dans une vallée voisine. C'est là que vivait Marcel Fournier, 85 ans, l'ancien aiguilleur, le dernier témoin direct de cette nuit d'octobre 1975. Son nom figurait en bas de la liste des employés de service interrogés à époque, son témoignage classé comme « non pertinent ». Chloé savait que la mémoire humaine était une chose fragile, un palimpseste, où les souvenirs s'effaçaient et se réécrivaient. Mais elle savait aussi que certains événements s'y gravaient au fer rouge, attendant simplement la bonne question pour remonter à la surface. Marcel Fournier était une clé. Peut-être la dernière. Elle devait l'atteindre avant que les ombres de la DGSE ne décident, elles aussi, de lui rendre une visite pour lui rafraîchir la mémoire, ou plutôt, pour l'encourager à oublier définitivement. Elle le trouva dans le jardin de la résidence, assis sur un banc, le regard perdu dans la contemplation des montagnes qui avaient été le décor de toute sa vie. L'homme était frêle, ses mains noueuses posées sur une canne, mais ses yeux, d'un bleu délavé, brillaient encore d'une lueur de vivacité. Il se montra d'abord méfiant, presque hostile, lorsque Chloé se présenta. Le nom de Moreau fit remonter de mauvais souvenirs, des murmures, des regards de travers. Il avait appris, comme tous les gens de la région, à ne pas remuer le passé. La journaliste en Chloé aurait sorti son carnet et ses questions directes. Mais c'est la petite fille qui prit la parole. Elle ne lui parla pas d'enquête, mais de sa grand-mère, de sa mère, du poids du silence qui avait écrasé leur famille. Elle ne lui demanda pas de témoigner, mais de l'aider à comprendre. Le véritable déclic se produisit lorsqu'elle sortit de son portefeuille la vieille photo de Jean-Pierre, celle qu'elle avait emportée de Paris. Le visage souriant du cheminot, figé dans un instant de bonheur simple. Marcel Fournier fixa le cliché, ses lèvres tremblant légèrement. Il prit la photo d'une main hésitante, ses doigts ridés caressant le papier jauni comme s'il touchait un fantôme. Un long silence s'installa, seulement troublé par le chant des oiseaux. Puis, d'une voix qui semblait venir du fond des âges, il commença à parler. Il ne raconta pas l'histoire officielle, celle qu'il avait servie à la police en 1975, mais la vérité qu'il avait gardée pour lui pendant 40 ans, un secret qui lui pesait sur la conscience comme une pierre. La peur, à l'époque, avait été plus forte que la loyauté.
Cette nuit-là, rien n'était normal, murmura-t-il, ses yeux toujours rivés sur la photo. Le brouillard, bien sûr, mais il y avait autre chose. Une tension palpable dans l'air de la gare, une nervosité inhabituelle chez les cadres venus de Strasbourg pour superviser le départ. Et puis il y eut ce détail, cet événement qu'il avait délibérément omis de son rapport. Environ 1 heure avant le départ du convoi, le téléphone avait sonné dans le bureau du chef de gare. Un appel externe, pas une communication interne du réseau ferroviaire. Le chef de gare, un homme habituellement autoritaire, était devenu blême en raccrochant. Il avait transmis un ordre à Jean-Pierre Moreau, un ordre qui, était consigné sur aucun document officiel, un ordre qui violait toutes les procédures de sécurité et de logistique. La révélation tomba, simple et dévastatrice. Jean-Pierre avait reçu l'instruction formelle de marquer un arrêt non programmé, de quelques minutes seulement, sur une vieille voie de service désaffectée, à une quinzaine de kilomètres de la gare, en plein cœur de la forêt. Un lieu isolé, sans aucun personnel, où personne n'aurait l'idée d'aller voir. Il ne devait en parler à personne. CV était un ordre, d'en haut, précisa Marcel. À Tillot époque, il avait pensé à une livraison discrète, peut-être de la contrebande. Mais après la disparition, la peur l'avait saisi. Il avait compris que ce détail pouvait le mettre en danger, lui et sa famille. Alors il était têtu. Il avait laissé les enquêteurs conclure à l'accident ou au vol, se rongeant les sangs en silence pendant 4 décennies. Pour Chloé, ce témoignage changeait absolument tout. Son grand-père n'avait pas déraillé par incompétence. Il n'avait pas non plus détourné son train de son propre chef. Il suivait des ordres. Il était un rouage, peut-être consentant, peut-être contraint, dans une opération planifiée et orchestrée depuis un niveau bien supérieur. Cette confession lavait son nom de la suspicion de vol ou de folie, mais elle l'immergeait dans des eaux encore plus troubles, celles d'une conspiration des États. La question était plus de savoir s'il était coupable, mais de quoi il était le complice. Le soulagement de réhabiliter sa mémoire était immédiatement remplacé par l'angoisse de découvrir la nature de sa mission et les raisons de sa disparition. Il était passé du statut de paria à celui de soldat inconnu d'une guerre secrète. Le témoignage de Marcel était une avancée capitale, mais il restait une parole contre le mur du secret défense. Chloé avait besoin de preuves matérielles, de quelque chose qui pourrait corroborer le récit du vieil homme, et donner un nom à cette opération clandestine. Ces photos volées devenaient son obsession. Elle passa des heures à zoomer sur les images, à tenter de déchiffrer les inscriptions sur les classeurs de la Stasi. Était insuffisant. Elle avait besoin d'un expert, quelqu'un capable de lire entre les lignes de ces documents, quelqu'un qui n'aurait pas peur de défier la version officielle. Grâce à ses anciens contacts dans le milieu universitaire, elle obtint le nom d'Antoine Lefebvre, un historien à la retraite, spécialiste de la guerre froide et des archives de la Stasi, un homme réputé pour son indépendance d'esprit et sa haine des secrets, des États. La rencontre avec Lefebvre eut lieu dans son appartement parisien, un lieu qui ressemblait plus à une bibliothèque assiégée qu'à un logement. Des piles de livres et de dossiers élevaient jusqu'au plafond, dégageant une odeur de papier et de poussière. L'homme, septuagénaire à l'aile, œil vif et à la parole rare, écouta le récit de Chloé sans l'interrompre, examinant les photos sur écran de son ordinateur portable, avec une concentration intense. Il resta longtemps silencieux devant le cliché du sceau de la RDA, puis devant celui d'un classeur ouvert. Il fit un zoom, ajusta le contraste, marmonnant des mots en allemand. Puis il se tourna vers Chloé, une lueur d'excitation dans le regard. « Ce que vous avez là, mademoiselle, n'est pas une simple archive. C'est une bombe. Le nom de code de l'opération y figure. Contrepartie. » Le mot résonna dans le silence de l'appartement. Contrepartie, Lefebvre expliqua. Dans le jargon des services de l'Est, ce nom de code désignait souvent des opérations d'échange. Pas des échanges d'espions, trop spectaculaires, mais des échanges plus subtils. La France, sous le couvert d'opérations humanitaires, rachetait parfois la liberté de dissidents est-allemands. Mais la RDA, toujours à court de devises, n'acceptait pas que de l'argent. Elle exigeait parfois une contrepartie d'une autre nature. Des technologies, des informations, ou, comme le suggéraient ses archives, le rapatriement de dossiers compromettants que ses agents avaient réussi à compiler sur le sol occidental. Le train de Jean-Pierre Moreau n'était pas un simple convoi de marchandises. Était probablement un paiement, une rançon en papier. L'historien se pencha de nouveau sur écran, utilisant un logiciel d'amélioration d'image, sur un fragment de document à peine lisible. Une liste de noms et de chiffres apparut, granuleuse et déformée. Ce sont des listes de paiements ou de contacts, dit-il.
La plupart des noms étaient codés ou illisibles. Mais le logiciel parvint à clarifier une ligne. Une seule. Une signature au bas d'un mémorandum daté de septembre 1975, autorisant la phase finale de l'opération Contrepartie. Le nom, calligraphié d'une plume assurée, était celui d'un jeune et ambitieux secrétaire d', État de l'Aile, époque, un homme dont la carrière politique allait exploser dans les années suivantes pour devenir l'une des figures les plus respectées et intouchables de la République. Un nom se détachait des autres, net et sans équivoque, Dr. Alain Lambert. Le nom d'Alain Lambert, une fois prononcé, sembla absorber tout l'oxygène de la pièce. Il flottait entre Chloé et l'historien Antoine Lefèvre, non pas comme un simple patronyme, mais comme un monument national. Lefèvre, le visage grave, se leva et se dirigea vers sa bibliothèque, en extrayant une biographie à la couverture sobre. Ce n'est pas n'importe qui Chloé. C'est un pilier de la Ve République. Ancien ministre, diplomate émérite, l'un de ces grands commis de l'Aile, État, dont la réputation est aussi solide que le marbre du Panthéon. Aujourd'hui, il est l'incarnation de la sagesse et de l'intégrité, un sage que les présidents consultent encore. S'attaquer à lui, c'est comme porter une accusation de trahison contre la France elle-même. Il est protégé par des décennies de service, par un réseau d'influence tissé dans les plus hautes sphères du pouvoir. Le confronter n'est pas seulement difficile, c'est presque impensable. Poussée par une détermination que la difficulté ne faisait qu'aiguiser, Chloé se plongea corps et âme dans les archives. Pendant des jours, elle éplucha la vie publique d'Alain Lambert, un océan de coupures de presse, de discours officiels et d'interviews télévisées. L'image qui en ressortait était d'une perfection presque inhumaine. Un patriote, un visionnaire, un négociateur hors pair, qui avait su guider la France à travers les eaux tumultueuses de la guerre froide. En 1975, il était le jeune loup de la politique, le secrétaire d', État brillant promis à un avenir radieux. Rien, absolument rien dans son parcours officiel ne laissait transparaître la moindre zone d'ombre. C était une façade impeccable, une armure de respectabilité sans la moindre faille. Chloé avait l'impression de se heurter à un mur de granit, chaque recherche ne faisant que renforcer l'aura d'intouchabilité de l'homme qu'elle suspectait. Antoine Lefèvre, de son côté, s'attela à décrypter la logique perverse de l'opération Contrepartie. Il expliqua à Chloé que ces échanges haines n'étaient pas des actes de bienveillance, mais des transactions cyniques au cœur de la réelle politique. La France obtenait la libération de quelques intellectuels, ce qui était excellent pour son image internationale, précisa-t-il, mais en retour, elle offrait des contreparties bien plus précieuses. Dans ce cas, le rapatriement de dossiers de la Stasi qui aurait pu faire imploser des carrières politiques, ou révéler des collaborations inavouables en Occident. Votre grand-père, Jean-Pierre Moreau, N., n'était pas un simple coursier. Il était le convoyeur d'une monnaie d', échange toxique, le porteur d'un secret qui liait les deux nations. Et Alain Lambert, avec son ambition et son absence de scrupules, était l'homme idéal pour piloter une telle opération en marge de toute légalité. Animée par cette nouvelle compréhension, Chloé tenta de reconstituer le réseau de Lambert à elle, époque. Elle chercha les noms de ses collaborateurs, de ses assistants, de ses conseillers en 1975. Mais elle se heurta à un vide sidérant. La plupart des personnes clés de son cabinet étaient décédées, souvent de mort naturelle, mais à des moments opportuns. D'autres semblaient être volatilisés des registres publics, leur carrière stoppée net, après leur service auprès de Lambert. Était comme si un nettoyage méthodique avait été effectué au fil des ans, une éradication silencieuse de tous les témoins potentiels. La conspiration N n'était pas seulement un événement du passé, elle était une entité vivante, qui avait su se protéger et effacer ses propres traces avec une efficacité terrifiante. Le sentiment de solitude de Chloé s'intensifia. La première menace ne fut pas verbale, mais visuelle, d'une brutalité silencieuse. Un matin, en consultant ses courriels, elle en découvrit un provenant d'une adresse anonyme et cryptée. L'objet était vide, le corps du message également. Il n'y avait qu'une seule pièce jointe. En l'ouvrant, son sang se glaça. Était une photographie d'elle, prise la veille, alors qu'elle était assise à la terrasse d'un café. La qualité était parfaite, le zoom puissant. Elle avait été observée, et ceux qui l'observaient voulaient qu'elle le sache. Il n'y avait pas de revendication, pas d'exigence, juste cette image, cette preuve qu'elle était plus une journaliste enquêtant sur le passé, mais une cible dans le présent. Les ombres de 1975 étaient longues, et elle venait de la toucher directement, transformant sa quête de vérité en un dangereux jeu du chat et de la souris. Cette intimidation lui fit réaliser une connexion effrayante. L'intervention de la DGSE sur la base militaire, la confiscation des preuves, le mur de silence officiel. Tout cela portait la marque d'une influence au plus haut niveau.
Alain Lambert, même retiré des affaires, conservait un pouvoir immense au sein de ce que l'on appelait, état profond. C. était sans doute lui qui, alerté par ses contacts de la découverte du wagon, avait tiré les ficelles pour que l'affaire soit immédiatement classifiée secret défense. L'appareil D, état N, n'était pas un arbitre neutre dans cette histoire. Il était le bouclier personnel de Lambert, son armée privée, chargée de maintenir le secret. Chloé comprenait désormais qu'elle ne se battait pas seulement contre un vieil homme, mais contre le système même qui était censé protéger les citoyens et la vérité. Désespérée mais refusant d'abandonner, elle retourna voir Antoine Lefèvre. Ensemble, ils passèrent une nuit entière à réexaminer les clichés des microfilms, cherchant le plus infime détail qui leur aurait échappé. Et ils le trouvèrent. Ce N n'était pas un nom sur la liste principale, mais une simple annotation manuscrite dans la marge d'un rapport de dépenses. S. Roche, logistique. Une recherche rapide dans les annuaires administratifs de l'Aile, Époque leur apprit qu'un certain Sébastien Roche était attaché d'administration au cabinet de Lambert en 1975. Un fonctionnaire subalterne, un rouage insignifiant. Mais contrairement aux autres, il était toujours en vie. Il menait une existence discrète dans une petite ville de la banlieue parisienne. Il était peut-être qu'un petit poisson, mais dans un océan de silence, il était leur seul espoir. La confrontation avec Sébastien Roche fut pénible. Chloé le retrouva dans le jardin de son modeste pavillon. C. était un homme frêle, rongé par l'anxiété, dont les yeux fuyaient constamment son regard. Il commença par tout nier en bloc, prétendant ne se souvenir de rien. Mais lorsque Chloé posa sur la table la photo de son grand-père et prononça le mot « contrepartie », le vieil homme s'effondra en larmes. D'une voix brisée, il confessa son rôle. Il était celui qui, sur ordre verbal direct de Lambert, avait organisé la logistique de l'opération. La réservation de camions banalisés. La coordination avec une équipe spéciale, dont il ignorait l'origine. Il avait été payé une somme considérable à Sleil, Époque, avec l'ordre explicite de tout oublier. Ce secret l'avait hanté toute sa vie. Les aveux de Roche permirent de reconstituer le puzzle de la nuit fatidique. Le plan était simple. Jean-Pierre Moreau devait amener le convoi à la voie de service, y détacher les wagons de tête, puis repartir avec le reste du train comme si de rien était. Elle, équipe spéciale, devait prendre en charge la cargaison et faire disparaître le wagon vide en le précipitant dans le ravin. Mais un grain de sable avait enrayé la mécanique. Roche se souvint avoir entendu des murmures dans les jours qui suivirent, des conversations à voix basse dans les couloirs du ministère. On parlait d'une complication, d'un facteur humain imprévu. Jean-Pierre Moreau avait dû voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû, peut-être les visages des agents, peut-être un acte de violence. Il était devenu un risque, un maillon faible. Sa disparition n'était pas un accident, mais une exécution sommaire pour garantir le silence. Le lendemain de sa rencontre avec Roche, la menace monta d'un cran. En rentrant chez elle le soir, Chloé trouva la porte de son appartement forcée. À l'intérieur, était le chaos. Ses affaires avaient été fouillées, ses papiers jetés au sol. Mais les voleurs n'étaient pas ordinaires. Ses bijoux, son argent, ses objets de valeur étaient intacts. Seul son ordinateur portable, celui qui contenait toutes ses recherches, ses photos et ses notes, avait disparu. Le message était d'une clarté glaciale. Il ne cherchait plus seulement à l'intimider, il voulait la neutraliser, la priver de ses armes. La peur, une peur viscérale et physique, s'empara d'elle. Elle était plus en sécurité nulle part. Sa quête de justice venait de se transformer en une lutte désespérée pour sa propre survie. Face à cette escalade, Chloé comprit qu'elle était prise au piège. Se cacher ou fuir ne ferait que retarder l'inévitable. Les ombres qui la pourchassaient étaient trop puissantes, trop bien organisées. Il ne lui restait qu'une seule option, une manœuvre insensée, presque suicidaire. Puisqu'elle ne pouvait pas gagner cette guerre de l'ombre, elle devait la faire éclater au grand jour. Elle devait cesser d'être la proie, et devenir la chasseresse. Elle prit une décision irrévocable. Elle allait confronter Alain Lambert. Elle irait frapper à la porte du lion, dans sa tanière, pour le forcer à sortir du bois. Était son dernier va-tout, une tentative désespérée de transformer sa peur en une arme et de regarder enfin son ennemi, et la vérité, droit dans les yeux. L'adresse qu'Antoine Lefèvre lui avait fournie la mena au cœur du Paris le plus prestigieux, dans un de ces immeubles haussmanniens, dont la façade de pierre de taille semble murmurer des secrets d'État. En appuyant sur la sonnette en laiton massif du nom d'Alain Lambert, Chloé sentit le froid du métal se propager dans sa main, un frisson glacé qui remontait le long de son bras. La porte monumentale s'ouvrit sans un bruit, actionnée à distance, la conviant à pénétrer dans un hall de marbre, où ses pas résonnaient comme une intrusion sacrilège. Un silence ouaté,
l'odeur de la cire d'abeille et du vieux papier, l'atmosphère feutrée d'un pouvoir qui n'a pas besoin de s'afficher pour être ressenti. Elle n'entrait pas dans un appartement, mais dans un mausolée dédié à une vie de secret et d'influence, la tanière d'un homme qui avait façonné l'histoire dans l'ombre. Un majordome silencieux, au visage aussi impassible qu'un masque de cire, la conduisit à travers un dédale de couloirs sombres jusqu'à une bibliothèque vertigineuse. Les murs disparaissaient sous des milliers de livres reliés en cuir, leurs titres dorés brillant faiblement sous la lumière tamisée d'une lampe de bureau. Une immense horloge de parquet égrenait les secondes avec une lenteur solennelle, chaque tic-tac semblant marteler l'urgence et l'insignifiance de sa démarche. On la laissa seule, dans ce sanctuaire du savoir et du pouvoir, une manœuvre psychologique évidente pour la déstabiliser, pour lui rappeler sa place. L'air y était lourd, immobile, saturé par le poids des décennies de décisions prises entre ces murs. Des vies brisées ou sauvées, par un simple paraphe, au bas d'un document. Chloé sentit sa détermination vaciller face à cette mise en scène écrasante. Alain Lambert fit son entrée sans un bruit, surgissant de l'ombre d'une porte dérobée. L'homme qui se tenait devant elle n'avait rien du monstre qu'elle avait imaginé. Il était frêle, presque fragile, vêtu d'un costume de laine impeccable qui flottait sur sa silhouette amaigrie. Seuls ses yeux, d'un bleu polaire, démentaient cette apparence de faiblesse. Il la fixait avec une intensité perçante, une lucidité froide, qui semblait sonder son âme. Sa voix, lorsqu'il parla, était douce, presque paternelle, un contraste terrifiant avec l'aura de danger qui émanait de lui. Mademoiselle Dubois. J'attendais votre visite. Bien que je ne comprenne pas ce qu'une jeune femme comme vous peut bien vouloir à un vieil homme retiré du monde. Chaque mot était pesé, chaque syllabe était une arme destinée à la désarmer. Il l'invita à s'asseoir dans un profond fauteuil en cuir qui sembla l'avaler, tandis qu'il restait debout, dominant la scène. Il commença par un monologue condescendant, feignant l'incompréhension, la traitant comme une enfant égarée dans un jeu trop grand pour elle. Le journalisme moderne est une chose bien curieuse, dit-il en arpentant lentement la pièce. On y confond les légendes locales et les drames familiaux avec la grande histoire. Vous cherchez des coupables, des conspirations, là où il n'y a souvent que le hasard et la tragédie humaine. Votre quête, bien que touchante, est fondée sur une prémisse erronée. Elle, Etta, n'est pas un personnage de roman noir. Il tentait de la noyer sous un flot de rhétorique, de la renvoyer à son statut de simple citoyenne face à la complexité insondable de la raison d'État. Chloé le laissa parler, puisant dans ses dernières réserves de courage. Elle ne répondit pas à ses provocations. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, et posa délicatement sur la table en acajou poli, la vieille photographie de son grand-père. Le visage souriant de Jean-Pierre Moreau, en uniforme de cheminot, apparut comme une tache de vérité simple et humaine, au milieu de cette opulence froide. L'objet semblait irradier une chaleur fragile, une accusation silencieuse bien plus puissante que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Elle leva les yeux vers Lambert et dit simplement, d'une voix qui ne tremblait pas. Son nom était Jean-Pierre Moreau. Et il ne croyait pas au hasard. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement troublé par le tic-tac implacable de l'horloge. Pour la première fois, le masque de Lambert se fissura. Un spasme presque imperceptible crispa sa mâchoire. Ses yeux bleus perdirent leur assurance glaciale pendant une fraction de seconde, trahissant un éclair de surprise, ou peut-être de mémoire. Il fixa la photographie, et pendant un instant, Chloé crut voir non plus le grand homme d'État, mais un vieillard confronté à un fantôme qu'il pensait enterré depuis longtemps. Il se reprit presque aussitôt, sa discipline de fer reprenant le dessus, mais le coup avait porté. Il savait qu'elle n'était pas là pour des suppositions, mais avec des certitudes. La dynamique de la confrontation venait de basculer. Il était plus le prédateur jouant avec sa proie. Ils étaient désormais deux adversaires sur un échiquier où chaque pièce avait son importance. Chloé enfonça le clou, sa voix toujours aussi calme et précise. Opération Contrepartie. Ce nom vous dit quelque chose? Sébastien Roche s'en souvient très bien. Il se souvient de vos ordres verbaux, de la logistique secrète, de la panique qui a suivi la complication, sur cette voie de service. Chaque mot était une pierre jetée dans la mare tranquille de son impunité. Elle ne l'accusait pas, elle énonçait des faits, reconstituant le puzzle pièce par pièce sous ses yeux. Elle était plus la petite fille en deuil, mais l'historienne qui exposait une vérité documentée, une vérité qui ne pouvait plus être niée. Elle le voyait vaciller, non pas physiquement mais intérieurement, cherchant une nouvelle stratégie, une nouvelle parade, face à cette offensive qu'il n'avait manifestement pas anticipée. Lambert cessa d'arpenter la pièce. Il s'assit enfin en face d'elle, un soupir presque imperceptible échappant de ses lèvres. Sa stratégie changea du tout au tout. Il abandonna le déni pour l'explication, le mépris pour la pédagogie cynique.
Vous êtes intelligente, je vous l'accorde, commença-t-il d'une voix lasse. Mais votre intelligence est sentimentale. Vous voyez des individus, des familles, des drames. Moi je vois des nations, des équilibres, des menaces. La guerre froide, N, était pas un jeu de salon. C, était une lutte à mort où tous les coups étaient permis pour protéger notre mode de vie. Des hommes comme votre grand-père étaient des soldats, mademoiselle. Des soldats, sans uniforme, qui servaient une cause qui les dépassait. Il était un patriote. Et parfois les patriotes sont les premiers à être sacrifiés sur l'autel de la patrie. La question brûlait les lèvres de Chloé, la seule qui comptait vraiment. Pourquoi? Il suivait vos ordres. Pourquoi l'avoir tué? Le regard de Lambert devint distant, comme s'il revivait la scène. Parce qu'il a vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Elle, échange ne se faisait pas avec n'importe qui. Notre contrepartie était un officier de la Stasi, qui était aussi l'une de nos plus précieuses taupes au sein du bloc de l'Est. Votre grand-père a vu son visage. Un regard, un seul, qui a duré une seconde de trop. Dans notre monde, une seconde suffit à signer un arrêt de mort. Il est devenu un risque. Un maillon faible qui pouvait faire s'effondrer toute notre architecture de renseignement en Europe. La décision ne fut pas facile, mais elle était nécessaire. C'était lui, ou la sécurité nationale. Il marqua une pause, la laissant absorber l'horreur de cette logique implacable, avant de lui porter le coup de grâce. Et pour être tout à fait précis, ce ne sont pas, mais, services qui l'ont éliminé. La complication a rendu notre contact de la Stasi nerveux. Il craignait être démasqué. Il a pris les devants, avec sa propre équipe. Nous avons simplement, et qui l'ont laissé faire. Puis nous avons tout nettoyé. Le faire disparaître et salir sa mémoire, était le moyen le plus efficace de clore le dossier, de s'assurer que personne ne viendrait jamais poser de questions. Il a été sacrifié pour protéger une opération qui a sauvé des dizaines de vies par la suite. Un mort contre des dizaines. Le calcul, aussi cruel soit-il, était simple. Les mots de Lambert frappèrent Chloé avec la violence d'un coup de poing en pleine poitrine. La vérité était là, crue, monstrueuse. Son grand-père N était ni un voleur ni un incompétent. C était un héros trahi, un patriote assassiné avec la complicité de l'aile, État qu'il servait. Une vague de nausée la submergea. Les larmes lui montèrent aux yeux, des larmes de rage impuissante. Tout ce qu'elle avait cherché, cette vérité libératrice, N, était qu'une abomination cynique, un calcul froid dans l'esprit d'homme pour qui la vie d'un innocent N était qu'une variable d'ajustement. Le tic-tac de l'horloge semblait maintenant se moquer de sa douleur, marquant le temps d'un monde qui continuait de tourner, indifférent à l'injustice fondamentale qu'elle venait de déterrer. Voyant sa détresse, Lambert se leva, signifiant la fin de l'entretien. Il redevint le grand homme des États, intouchable. Maintenant vous savez. Une vérité que vous ne pourrez jamais prouver. Les archives sont classifiées pour 50 années encore. Les témoins sont morts. Sébastien Roche est un vieil homme, dont le témoignage serait facilement discrédité. Toute tentative de publication de cette histoire se heurterait au mur du secret défense, et vous exposerait à des poursuites qui détruiraient votre carrière et votre vie. Je vous ai dit la vérité non par remords, mais pour vous montrer l'étendue de votre impuissance. Oubliez tout cela. C'est le meilleur service que vous puissiez rendre à la mémoire de votre grand-père, et à vous-même. Chloé se leva à son tour, ses jambes tremblantes. Elle avait perdu. Elle avait obtenu la confession qu'elle cherchait, mais cette confession était aussi sa condamnation au silence. Elle récupéra la photo sur la table, ce petit morceau de carton qui contenait désormais tout le poids de la tragédie. Sans un mot de plus, elle tourna le dos à Alain Lambert et quitta la bibliothèque, traversant les couloirs silencieux comme une somnambule. La lourde porte d'entrée se referma derrière elle avec un bruit sourd, la rejetant dans le monde des vivants. Elle avait la vérité, une vérité amère et improuvable qui la consumerait de l'intérieur. La confrontation était terminée. Elle avait regardé le monstre dans les yeux, et le monstre lui avait souri, protégé par les remparts infranchissables de l'histoire officielle. En sortant de l'immeuble de Lambert, Chloé fut accueillie par le fracas indifférent de Paris. Chaque klaxon, chaque sirène lointaine, chaque éclat de rire provenant d'un café voisin lui semblait une insulte personnelle, une note discordante dans la symphonie funèbre qui jouait dans sa tête. La vérité, qu'elle avait traquée avec tant d'acharnement, n'était pas une lumière qui dissipait les ombres, mais un poison corrosif qui lui brûlait les veines. Elle marchait sans but, automate au milieu de la foule, le poids de la confession cynique de Lambert écrasant comme une chape de plomb. Son grand-père N était pas un traître, mais un héros sacrifié. Une vérité magnifique et terrible, mais une vérité captive, condamnée au silence par les barreaux de la raison des États. Elle se sentait anéantie,
dépossédée de sa propre histoire une seconde fois, non plus par le mensonge, mais par une vérité qu'elle ne pourrait jamais partager. La nuit qui suivit fut un océan d'insomnie. Allongée dans le noir de son appartement, qui lui semblait soudain étranger et froid, Chloé revoyait en boucle le visage de Lambert, entendait sa voix douce et meurtrière disséquer la logique implacable du sacrifice. L'impuissance était un sentiment physique, une paralysie qui lui nouait les membres et lui serrait la gorge. Toute la machinerie de Quetta, cette entité abstraite qu'elle avait étudiée dans les livres, était dressée devant elle sous les traits d'un vieil homme fragile et tout-puissant. Il avait raison, elle ne pouvait rien prouver. Les archives étaient scellées, les témoins morts ou réduits au silence, et sa parole de simple citoyenne ne pèserait rien face à la légende d'un grand serviteur de la République. La quête de justice semblait être fracassée contre un mur de granit, la laissant seule avec les débris de ses espoirs et le fantôme de son grand-père. Au plus profond de cette nuit de désespoir, alors que l'aube grise commençait à poindre sur les toits de Paris, une autre émotion, plus féroce et plus tenace que le chagrin, commença à émerger des ruines. La colère. Une colère froide, pure, dirigée non seulement contre Lambert, mais contre le système qui l'avait protégé pendant 40 ans. Lambert lui avait volé la possibilité d'une justice légale, mais il ne pouvait pas lui voler la vérité elle-même. Elle la possédait. Était désormais sa propriété, son fardeau mais aussi son arme. Elle réalisa que la justice n'avait pas qu'une seule forme. Si les tribunaux lui étaient fermés, il lui restait une autre arène, un autre champ de bataille où elle pouvait se battre, celui de la mémoire collective. Elle était historienne et journaliste. Son pouvoir ne résidait pas dans la loi, mais dans le récit. Cette prise de conscience fut un électrochoc. Elle se leva, animée d'une nouvelle détermination. Elle ne chercherait plus à faire condamner les coupables. Elle chercherait à faire connaître la victime. Elle allait réhabiliter Jean-Pierre Moreau, non pas en prouvant le crime de Lambert, mais en racontant l'histoire de son grand-père avec une précision et une rigueur inattaquables. Elle ne pouvait pas publier la confession de Lambert, mais elle pouvait publier tout le reste. Le témoignage de Marcel Fournier, l'analyse des photos volées, les incohérences flagrantes du dossier de 1975, le contexte historique de l'opération Contrepartie qu'Antoine Lefèvre lui avait expliqué. Elle écrirait pas un pamphlet, mais un livre qui ne serait pas une accusation, mais une contre-enquête. Un monument de papier pour un homme dont la mémoire avait été souillée. Les mois qui suivirent furent une immersion totale dans le travail. Chloé quitta son emploi pour se consacrer entièrement à son projet. Elle retourna dans les Vosges, passa des semaines à interroger les anciens du village, à recueillir des anecdotes, des souvenirs, des lettres, tout ce qui pouvait redonner chair et âme à l'homme derrière le mystère. Elle collabora étroitement avec Antoine Lefèvre, qui l'aida à naviguer dans la complexité des archives de la guerre froide, à contextualiser chaque élément, sans jamais formuler d'accusation directe. Son manuscrit devint une mosaïque minutieuse, où chaque pièce, bien que ne pouvant former une preuve juridique, contribuait à dessiner une image d'une clarté accablante, celle d'une opération secrète qui avait mal tourné, et d'un homme ordinaire broyé par les rouages de la grande histoire. Le livre, intitulé Le silence du convoi 75, fut publié un an plus tard par une petite maison d'éditions indépendantes. Le lancement fut discret, sans grand tapage médiatique. Mais le bouche à oreille commença à fonctionner. Les critiques saluèrent la rigueur de l'enquête, la sobriété du ton et la puissance émotionnelle du récit. Le livre ne prétendait pas détenir la vérité absolue, mais il posait les bonnes questions avec une telle force qu'il rendait la version officielle de 1975 totalement intenable. Il ne nommait pas Lambert comme le commanditaire d'un meurtre, mais il le citait, document à l'appui, comme le superviseur d'une opération clandestine dont Jean-Pierre Moreau avait été l'acteur involontaire et la victime collatérale. La nuance était subtile, mais juridiquement et moralement, elle changeait tout. L'impact ne fut pas un tremblement de terre, mais une lente et inexorable montée des eaux. Des articles commencèrent à paraître dans la presse nationale, des émissions de radio s'emparèrent du sujet. Le nom de Jean-Pierre Moreau, autrefois synonyme de honte, devint le symbole d'une injustice d'État. Le livre ne provoqua aucune enquête officielle, le mur du secret défense tenait bon, mais il remporta une victoire bien plus significative. Il changea la perception du public. Alain Lambert, sollicité de toutes parts, se mura dans un silence glacial, son image de sage de la République désormais entachée d'une zone d'ombre indélébile. Pour la première fois en 40 ans, ce était plus la famille Moreau qui devait baisser les yeux, mais ceux qui avaient orchestré le silence. La conséquence la plus concrète et la plus émouvante de ce combat mémoriel eut lieu au printemps suivant, dans le petit village des Vosges, qui avait vu naître et mourir Jean-Pierre Moreau.
Touchés par le récit de Chloé, la municipalité et la direction régionale de la SNCF avaient décidé conjointement d'un acte de réhabilitation officiel. Ils n'avaient pas besoin d'un verdict de tribunal pour reconnaître qu'une injustice avait été commise. L'honneur d'un des leurs, un cheminot respecté, avait été bafoué, et il était temps de le restaurer. La vérité de Chloé, bien qu'improuvable en justice, était devenue la vérité de la communauté. Était la forme la plus pure de résolution, une reconnaissance qui venait du cœur, et non des institutions. La cérémonie fut simple, empreinte d'une dignité poignante. Sur le quai de la petite gare où Jean-Pierre Moreau avait pris son service pour la dernière fois, une plaque commémorative en bronze fut dévoilée. Chloé se tenait aux côtés de sa mère, qui pleurait en silence, des larmes non plus de chagrin, mais de soulagement et de fierté. Le maire prononça quelques mots, parlant d'un homme de devoir, victime des heures sombres de notre histoire. Il ne parla ni de meurtre ni de complot, mais tout le monde comprenait. Le nom gravé sur la plaque brillait sous le soleil du matin. À la mémoire de Jean-Pierre Moreau, 1930 à 1975. Cheminot mort en service commandé pour la France. Les derniers mots, en service commandé, étaient la victoire. Le train de 1975 n'avait jamais atteint sa destination, mais la quête de Chloé était arrivée à son terme. Les questions qui avaient hanté sa famille pendant 2 générations avaient enfin trouvé leur réponse. Jean-Pierre Moreau était ni un voleur, ni un incompétent, mais un patriote impliqué dans une mission secrète. Son train transportait des archives de la Stasi dans le cadre d'un échange des États. Il avait été éliminé non par accident, mais pour garantir un secret. Les responsables ne seraient jamais punis par la loi, mais l'histoire, grâce à la ténacité de sa petite fille, avait rendu son propre verdict, plus durable, et plus juste que n'importe quel jugement. La boucle était bouclée. En regardant le nom de son grand-père sur le bronze froid, Chloé sentit un calme profond l'envahir. Ce N n'était pas une fin heureuse au sens traditionnel du terme. La douleur de la perte et la cicatrice de l'injustice resteraient à jamais. Mais C était une fin juste. Elle avait affronté les fantômes du passé, regardé le monstre dans les yeux, et même si elle n'avait pas pu le terrasser, elle avait réussi à arracher sa victime de ses griffes, pour la ramener à la lumière. Elle avait remplacé une légende honteuse par une histoire honorable, un mensonge de État par une vérité humaine. Le silence qui avait régné pendant 40 ans venait enfin être brisé par le son clair et net de la justice mémorielle. Chloé toucha la plaque du bout des doigts. Le métal était encore froid, mais pour elle il irradiait une chaleur nouvelle. C'était le point final d'un long voyage à travers le temps, le mensonge et la douleur. Elle avait non seulement résolu le mystère du train fantôme des Vosges, mais elle avait aussi redonné un nom, une dignité, et la paix à un homme qu'elle n'avait jamais connu, mais dont le courage coulait désormais dans ses veines. Le train de son grand-père S était volatilisé dans la brume. Mais sa mémoire, elle, venait de retrouver sa voie, prête à traverser les décennies à venir. La résolution factuelle était donc celle-ci. Jean-Pierre Moreau était un patriote, exécuté pour protéger une opération secrète échange de dossiers avec la RDA, supervisé par un jeune Alain Lambert. La conséquence émotionnelle fut la réhabilitation de son nom, et la paix enfin trouvée pour sa famille. La conséquence sociale fut la fissure dans la légende d'un grand homme des États et la démonstration que même les secrets les mieux gardés peuvent un jour être exhumés par la détermination d'un seul individu. L'honneur, parfois, est une destination que l'on atteint bien après la fin du voyage. Le soleil déclinait lentement sur les crêtes vosgiennes, baignant la petite gare d'une lumière dorée et apaisante. La foule était dispersée, laissant Chloé et sa mère seules face à la plaque de bronze. Le silence N était plus celui du secret et de la honte, mais un silence respectueux, empli de la quiétude des montagnes et du sentiment d'un devoir accompli. Chaque lettre gravée dans le métal semblait capter les derniers rayons du jour, une lueur de vérité qui brillait enfin après 40 années d'obscurité. Ce N n'était pas une victoire éclatante, remportée dans un tribunal, mais une victoire intime, silencieuse et infiniment plus précieuse. Le nom de Jean-Pierre Moreau N était plus un murmure embarrassé, mais une inscription solide, ancrée dans la pierre et dans la mémoire de sa communauté, lavé de toute suspicion par la seule force de la persévérance de sa petite fille. Quant au wagon, l'objet par qui tout avait commencé, il avait de nouveau disparu, cette fois-ci pour de bon. Saisi par les services de l'État le jour même de sa redécouverte, il avait été transporté vers un lieu inconnu, probablement démantelé et fondu, ses secrets de métal et de rouille retournant au néant. Sa mission était terminée. Il avait été le catalyseur, la clé rouillée, qui avait ouvert une porte condamnée depuis des décennies. Son absence physique importait peu désormais, car il avait été remplacé par un symbole bien plus puissant. La carcasse cachée dans un ravin, emblème d'un mensonge des États, avait cédé la place à une plaque commémorative exposée à la vue de tous, emblème d'une vérité humaine restaurée. La forêt avait rendu son secret,
et l'histoire avait repris ses droits sur la ferraille. Alain Lambert, lui, éteignit 2 ans après la publication du livre de Chloé, dans le silence feutré de son appartement parisien. Il ne commenta jamais publiquement l'affaire, se drapant dans une arrogance glaciale jusqu'à la fin. Mais le mal était fait. Son héritage, autrefois impeccable, portait désormais une cicatrice visible, une note de bas de page dérangeante dans sa biographie officielle. Le livre de Chloé ne l'avait pas envoyé en prison, mais il l'avait condamné à une peine plus subtile, le doute. Il était plus le sage intouchable de la République, mais un homme dont les zones d'ombre étaient devenues un sujet de débat. Pour un homme qui avait passé sa vie à maîtriser le récit, cette perte de contrôle sur sa propre légende fut sans doute la plus amère des défaites, une justice immatérielle mais implacable. Le voyage avait profondément transformé Chloé. Elle était plus seulement une historienne des faits, mais une gardienne de la mémoire. Elle avait compris que la vérité n'était pas une entité abstraite cachée dans des archives poussiéreuses, mais une force vivante qui résidait dans le cœur des gens, et qui exigeait d'être défendue. Sa quête pour laver l'honneur de son grand-père était devenue une mission plus vaste, celle de donner une voix à ceux que la grande histoire avait tenté de faire taire. Elle avait appris à ses dépens que la justice n'était pas toujours rendue par les institutions, mais qu'elle pouvait être forgée, mot après mot, par le courage de raconter une histoire que le pouvoir voulait voir oubliée. Elle avait perdu ses illusions, mais elle avait trouvé sa véritable vocation. Les répercussions de son livre dépassèrent le cadre familial. Inspirés par sa démarche, d'autres journalistes et historiens commencèrent à se pencher sur des affaires classées de la guerre froide, ces cold cases, où la raison des États avait étouffé des drames humains. Le silence du convoi 75 devint une référence, un cadet, école démontrant comment une enquête citoyenne pouvait ébranler les certitudes officielles. Des familles, qui avaient vécu des tragédies similaires dans le silence, contactèrent Chloé, partageant leurs propres histoires de disparitions inexpliquées et de réputations souillées. Le combat de Chloé pour son grand-père était devenu, malgré elle, un symbole d'espoir pour tous ceux dont la vérité avait été confisquée sur l'autel des secrets nationaux, prouvant qu'aucun silence, même imposé par l'État, n'est éternel. Et cette histoire n'est qu'un fragment d'une fresque bien plus vaste, un rappel que sous la surface de l'histoire officielle se cachent d'innombrables récits qui attendent d'être révélés. Si cette quête de vérité vous a touché, aidez-nous à continuer ce travail de mémoire. Aimez cette vidéo, partagez-la pour que l'histoire de Jean-Pierre Moreau ne soit jamais oubliée, et abonnez-vous à notre chaîne en activant les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Dites-nous dans les commentaires ce que cette histoire vous inspire. Car les archives de l'opération Contrepartie contenaient bien d'autres noms, bien d'autres secrets. Et ce était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La question demeure, lancinante et universelle. Combien d'autres Jean-Pierre Moreau y a-t-il eu? Combien d'hommes et de femmes ordinaires, loyaux et discrets, ont été sacrifiés comme des pions sur échiquier invisible des nations, leurs noms effacés ou salis pour protéger des secrets inavouables? Les dossiers de l'opération Contrepartie, et de centaines d'autres opérations similaires, dorment toujours dans les coffres-forts des services de renseignement, protégés par des lois qui placent la sécurité de l'État au-dessus de la dignité de l'individu. L'histoire de Chloé a éclairé un cas, mais elle a surtout révélé l'immensité de l'ombre. Elle nous force à nous interroger sur le véritable prix de la paix et de la sécurité, et sur les victimes silencieuses dont le sacrifice n'est consigné dans aucun livre d'histoire. Avant de quitter définitivement les Vosges, Chloé fit un dernier geste. Elle sortit de son portefeuille la vieille photo de son grand-père, celle qui l'avait accompagnée tout au long de son périple. Le visage souriant de l'homme en uniforme de cheminot ne lui apparaissait plus comme une énigme douloureuse, mais comme une présence familière et bienveillante. Elle n'y voyait plus un traître potentiel ou une victime anonyme, mais un homme bon, un père aimant, un patriote, qui avait fait son devoir jusqu'au bout, avant être trahi par ceux-là même qu'il servait. Elle glissa doucement la photo dans le petit interstice entre la plaque de bronze et le mur de pierre de la gare. Était sa place, désormais. Le portrait rejoignait le nom, l'homme rejoignait sa légende restaurée, enfin, en paix. Le train de l'histoire ne s'arrête jamais, mais parfois, grâce à la détermination d'une seule personne, il marque un arrêt imprévu pour embarquer une vérité oubliée. La locomotive de Jean-Pierre Moreau était peut-être volatilisée dans la brume d'octobre, mais 40 ans plus tard, sa mémoire avait enfin trouvé sa destination. Car dans le silence des archives d'État, la vérité ne meurt jamais vraiment. Elle attend simplement la voix assez courageuse pour la raconter.